Bonsoir, je suis Stéphane Aquin, directeur du Musée des Beaux-Arts de Montréal et il me fait un très grand plaisir ce soir de vous accueillir au vernissage virtuel, évidemment, de l'exposition Yann Pocrot, Les Impermanents, en présence de l'artiste. Alors, vous pourrez voir cette exposition dès demain. Elle se trouve dans le cabinet d'art graphique du pavillon Jean-Noël Desmarais au S2. Ne la manquez pas. Et elle sera là jusqu'au 1er août. Yann Pocrot est connu pour son travail photographique. C'est un artiste multidisciplinaire, comme vous pouvez vous en rendre compte. Vous pourrez vous en rendre compte ici, pardon. Et il s'intéresse depuis nombre d'années au travail de la lumière et du mouvement. L'exposition Les Impermanents, réunit des œuvres inédites de l'artiste qui s'offrent comme autant de méditation sur justement la lumière et aussi l'ordre plus général du cosmos. Ce projet, précisément, résulte d'un stage, ou plutôt d'une résidence, pardon, il n'en est plus à l'âge des stages, Yann Pocrot, à la Fonderie Darling. Je veux les remercier, et Caroline Andrieux aussi. C'est une résidence subventionnée ou soutenue par le Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais aussi une résidence à l'Observatoire du Mont Mégantic, où il a pu s'exposer en fait à cette réalité de l'observation de l'infini et du très lointain. Et donc l'exposition témoigne sur le plan métaphorique, chaque œuvre le décline d'une manière différente, de ces explorations et des questions existentielles que l'astronomie et l'observation des astres suscitent. Ce soir, avant de laisser la parole à Yann Pocrot, qui est à ma gauche, c'est pour ça que je regarde toujours à ma gauche, en discussion avec Mary Daly Desmarais, notre conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal, et Sylvie Lacerque, la commissaire invitée de l'exposition. Laissez-moi prendre quelques minutes pour remercier les commanditaires et nos fidèles partenaires. D'abord, Fonderie Darling, Caroline Andrieux, merci pour ton soutien et d'avoir ouvert la Fonderie Darling, d'en avoir fait cette ruche pour artistes. Et aussi, bien sûr, notre commanditaire officiel, Peinture de Nalt, et bien sûr, le Cercle des jeunes philanthropes du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui soutient la programmation en art contemporain. Enfin, les partenaires publics, le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal. Yann Pocrot, pour sa part, désire remercier le Conseil des arts, le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour son soutien. C'est bien ça? Non? Le CAL. Conseil des arts du Québec. Ouais, ben voilà, le Conseil des arts et lettres du Québec. Bon, vous voyez, il faut que je revienne. Alors, mesdames et messieurs, voilà, sans plus tarder, nos invités. Alors, merci beaucoup Stéphane et merci à vous tous d'être avec nous ce soir. On sait que vous êtes là en très grand nombre, même si on ne vous voit pas et on vous remercie pour votre présence ce soir. Merci évidemment à Yann Pocrot pour cette magnifique exposition et pour tout ton travail. Merci Sylvie Lacerque, commissaire de l'exposition, pour tout le travail que tu as fait avec Yann. Vraiment, je vous dis que le résultat est vraiment formidable et j'ai très hâte que vous venez au musée samedi pour voir l'exposition en vrai. Entre-temps, et avant de lancer notre discussion, on va regarder ensemble un film qui nous donne un petit aperçu dans les coulisses de montage de l'exposition. Donc, roll tape. I always wanted to say that. J'ai une belle histoire, moi, avec le Musée des Beaux-Arts, qui avait acquis à l'époque une partie de mon expo de maîtrise, il y a déjà 13 ans de ça. J'ai la chance de faire une résidence de 3 ans à la Fonderie Darling, qui est un lieu qui, à la fois, fait des expos, mais aussi qui héberge une dizaine d'artistes en atelier. Le Musée des Beaux-Arts a parrainé mon atelier. Bon, ça ne vient pas automatiquement avec une exposition, mais la direction m'avait proposé donc de développer un projet qui pourrait prendre la forme d'une expo pendant mon parrainage. Ça a été très long, on m'a fait confiance, c'est-à-dire que le dialogue a duré d'abord plusieurs mois, ensuite plusieurs années, et en 2019, c'est Sylvie Lacerque qui est arrivée au musée, avec qui, d'office, on a établi
vraiment un dialogue fort sur cette proposition-là, bon, qui s'est transformée un peu, qui a continué aussi à évoluer. Mais c'est comme ça que ma relation avec le musée, pas a commencé, mais cette relation-ci avec le musée. Moi, je travaille encore beaucoup en maquette pour penser l'expo puis le montage qui allait venir. Bon, évidemment, avec Sylvie, la commissaire, on parlait beaucoup du fameux plan de salle. J'ai préféré proposer une maquette. Sylvie est venue à l'atelier plusieurs fois, puis ça m'aidait beaucoup, c'est-à-dire de voir vraiment à l'échelle, œuvre par œuvre, qu'est-ce qui pouvait prendre place dans l'espace, surtout que j'avais cette envie-là installative aussi de l'expo. Fait que Sylvie et moi, on a regardé attentivement la maquette, j'ai envoyé plein de photos, on est venu déplacer des choses, essayer différents petits moments, puis je pense que rendu là, on était vraiment prêt pour le montage. Après, bon, il y a tout l'exercice de laisser aller, envoyer les œuvres à l'encadrement, se croiser les doigts. Pendant ce temps-là, même moi, je suis parti en résidence au Lac-Saint-Jean. Et bon, le transport se fait, les œuvres arrivent. C'est très excitant déjà, il faut le dire, de les voir emballer. On n'a pas le droit de les déballer tout de suite. Les œuvres au musée, pour des questions de conservation préventive, sont en attente. Ensuite, bon, avec la COVID, elles sont en quarantaine. Bref, c'est comme être à Noël devant un sapin et ne pas pouvoir ouvrir ses cadeaux. Ça, c'est quelque chose. Sinon, un des beaux moments de ce montage, je pense, c'est les impermanences, justement, qui est cette installation dans la petite salle, est une œuvre qu'on a vraiment, vraiment fait en coproduction avec le musée. C'est-à-dire, à partir de mon idée, c'est une œuvre que je développe depuis 2017. Hein. Fait qu'elle avait vraiment, moi, j'avais vraiment envie qu'elle soit impeccable et le service de production des expos, finalement, a vraiment mis main à la pâte et a fait avec moi le projet, le réaliser. Donc, j'ai passé même un après-midi avec l'équipe de la restauration à assembler, c'est des portraits, là, donc des photocartes de visite, des portraits format cabinet, dirait-on en français, une par une, dans les passe-partout, l'assembler, pièce par pièce. Bref, cette relation-là avec le musée, je pense, est plutôt rare même, mais c'était super. Et donc ensuite, bon, bien, il y a le moment où j'ai le droit de déballer les œuvres. Beaucoup de monde. Je ne suis pas habitué, moi, de travailler avec des équipes muséales comme ça, les gens des archives, la restauration qui revient faire son tour pour vérifier l'état des œuvres une par une, toute une armada, une équipe technique hallucinante qui fait tout. J'ai dû les embêter pendant toute la semaine à essayer de faire tout et rien. C'est-à-dire que moi, j'ai de la difficulté à être assis puis qu'on installe pour moi une expo. Mais bref, c'est un peu ce qui se passe dans les musées. Si j'ai une anecdote qui me reste en tête, puis je pense qu'elle a fait rire tout le monde, je fais faire ces rayons solaires, donc des tiges de laiton polymiroir que je fais faire par une équipe que j'adore, mais qui travaille, c'est une shop de métal, qui travaille en art public, puis qui l'a envoyé chez un sous-traitant pour faire le polissage. Puis bon, au musée, tout arrive avec le protocole que ça nécessite, des caisses bien faites, dans un certain type de bois. Je suis au Lac-Saint-Jean, à Sagami, en résidence, et on m'envoie une photo de la caisse de transport de mes tiges de laiton. Et là, je me dis, oh mon Dieu, comment est-ce qu'un musée peut laisser rentrer ça dans son espace? J'avais l'impression de revivre Momie une deuxième fois, d'être devant un sarcophage. Le transporteur l'avait échappé. Bon, rien n'est abîmé, là, mais une caisse dans un état. J'ai envoyé une photo à une amie qui est conservatrice puis qui me disait « Ah ben non, ben là, ils ont dû capoter, ils ont dû vermifuger, ils ont dû avoir peur pour les bébites. Moi, jamais, j'aurais pas laissé rentrer ça. » Finalement, j'ai su que le musée avait établi tout un protocole pour cette caisse-là, qu'on a ouverte. Et le nombre de gants que j'ai dû jeter pour le déballage de l'œuvre, tellement elle était couverte de poussière de métal, pas l'œuvre, mais l'emballage. Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment, entre la production d'une œuvre, là, dans le cas présent, dans une shop de métal, puis son point de chute qui est le musée aseptisé, et l'écart qu'il y a, puis je me dis, bon, mais comme artiste, j'aurais pu être le filtre, t'sais. En même temps, non, mais c'est rigolo parce que vraiment, là, c'est vraiment parti d'une shop jusqu'au musée. Puis entre les deux, il y a eu un clash énorme, mais c'était drôle, là. C'était drôle de voir comme les œuvres indéballables, en quarantaine à côté sur des chariots, puis cette espèce de sarcophage pourri, plein de poussière noire, avec une œuvre solaire à l'intérieur, dorée, on dirait un bijou. Ça, c'est une des belles anecdotes que j'ai pour
pour l'expo. Je dois dire quand même, c'est assez excitant que quand je retourne à l'atelier aujourd'hui, que je regarde la maquette puis que je me plonge dans l'expo, c'est presque pareil. C'est hyper excitant de voir. Je me souviens d'être en montage puis de me dire « Ah, c'est malade, c'est fou! » À quel point j'avais l'impression tout d'un coup d'être un personnage réduit puis de circuler dans ma maquette de foam core, de voir les œuvres, les rayons solaires que pourtant à l'atelier j'ai fabriqué avec des baguettes de laiton d'1 millimètre de diamètre. C'est très, très excitant d'être dans une maison de poupée qu'on a nous-mêmes construite. Après toute cette mise en scène-là de l'obscurité dans la petite salle, ça se passait dans ma tête. En maquette, je ne suis pas capable. Je suis tellement content. C'est-à-dire que de voir prendre forme une idée sur laquelle je travaille depuis 4 ans, là, de voir qu'elle a vraiment, vraiment la forme que j'espérais, que l'ambiance soit celle à laquelle je rêvais, que le son du projecteur diapo ait exactement l'effet que je voulais qu'il ait. Bien, ça, c'est comme ça n'a pas de prix, là, je veux dire, pour un artiste d'être en contexte sans visiteurs, là, puis de voir une équipe comme mettre en forme tes idées puis que ça fonctionne, c'est hyper riche. Là. C'est des moments fantastiques. Là, pour nous. Ça, c'est le gros luxe. Super. Alors, c'est un film qui est vraiment formidable. Je te remercie, Yann, pour tous les gentils mots que tu as dit envers le musée. Je sais que de la part de toutes les équipes, tes sentiments ont été partagés. Alors, il y a plein de choses à discuter dans ce film, mais peut-être pour commencer, vous pouvez, ça fait un bon moment que ce projet est en développement, et peut-être vous pouvez commencer en nous parlant un peu des discussions que vous avez eues entre vous deux lors du développement de projet, et quels étaient les thèmes qui étaient importants pour vous de faire sortir dans cette exposition les impermanents ici au musée. Je me lance? Oui, vas-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mary Daly, merci d'animer cette soirée pour nous. Comme je le disais dans le film, Sylvie et moi, on a commencé à travailler ensemble en l'automne 2019. Oui. Ça s'est tout de suite, je pense, établi que ça allait être le fun. Je pense déjà d'office, on a eu un très, très bon contact. J'avais plein d'idées. J'avais déjà commencé le projet sur papier. Sylvie me disait même qu'elle était bien impressionnée de voir où j'en étais déjà. Puis à partir de ce moment-là, je n'avais pas encore de maquette, tout ça. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment travaillé sur OK, mais rendu là, il y a tellement de moments dans cette expo-là, c'est de voir comment est-ce qu'on va les faire fonctionner ensemble, qu'est-ce qu'on met où. Il y a cette question simple du plan de salle, mais aussi comment vont se développer les œuvres. Je pense qu'il y avait quand même cette zone-là d'intérêt. Bon, dans le travail, il se passe plein de choses. On était bien avant la pandémie et je me souviens, j'avais montré d'office à Sylvie 2 images que je venais de réaliser qui sont dans l'expo, qui étaient des images projetées. Puis déjà, j'avais ce rêve-là d'installation. Puis je pense que c'est la plus belle discussion qu'on a eue, c'est où est-ce que devrait aller cette installation-là. Puis tranquillement, vous verrez dans la salle, mais elle est devenue plutôt un dessin dans l'espace. Mais c'est dans les conversations, corrige-moi Sylvie, je pense qui ont tout de suite né de notre rencontre, c'est-à-dire de voir à travers le 2D qu'est-ce qu'allait devenir cette expo-là. Je pense que c'est ce qui permet aussi d'avoir un dialogue riche, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti non plus de rien, mais de se lancer dans la réflexion sur les images. Puis tranquillement, cette expo-là, vous le verrez, j'espère que les gens viendront, mais une expo qui est devenue très matérielle. Je pense qu'on a eu cette chance-là de pouvoir réfléchir certaines œuvres, même en amont de la production, de voir un peu. Souvent, j'appelais Sylvie ou je la textais en disant « Regarde, voici un test, j'en suis là, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, j'ai décidé ça. » Puis finalement, le lendemain, j'ai rechangé d'idée, je suis désolé, qu'est-ce que tu en penses? Puis je pense que ça fait partie aussi des dialogues qu'on peut avoir avec une commissaire. Puis là, c'est sûr qu'avec les artistes vivants, en plus, nos commissaires deviennent les psychologues, ceux qui nous rassurent, ceux qui nous écoutent avoir peur, ceux qui nous disent que tout va être correct, que le chandail choisi est le bon, que ci, que ça. Mais les dialogues de travail, je pense, tout de suite se sont installés dans l'idée où on se rencontrait aussi. On a un petit milieu, mais Sylvie et moi, on ne se connaissait pas. Oui. Je pense que ça a aidé aussi au projet, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans une relation déjà complice. Il y a eu, ça s'est construit vite, mais on a appris à se connaître à travers les œuvres. Puis je pense que ça, en particulier, ça crée un certain type de relation qui est assez chouette, en fait. Oui. Bien, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que quand je suis allée à l'atelier la première fois, et c'est arrivé quand même assez rapidement,
Je voulais voir ce qu'il avait fait. Il m'a monté les lumen prints, des cyanotypes, tous les types de photographies, les objets trouvés pour les cartes de cabinet, etc. Et là, il parle beaucoup et puis il m'a expliqué tout ça de façon très, très enthousiaste. Alors, et moi qui adore la photo, évidemment, je suis tombée sous le charme et puis donc, on a commencé à regarder des œuvres et puis ça s'est fait comme ça. Puis on a beaucoup, beaucoup communiqué. Téléphone, texto, on s'est vu très souvent, même pendant la pandémie. Mais j'allais à l'atelier et puis non, ça c'est vraiment... et il y a des choses qui évoluaient, qui changeaient au fil du temps, évidemment. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Ben oui. Un dialogue. C'est un dialogue. Il y avait déjà des idées sur la table. Ceux qui connaissent mon travail ou ceux qui vont le découvrir vont comprendre aussi que la lumière occupe une place vraiment importante. Mais c'est de voir aussi comment elle allait se démultiplier dans l'expo. Je pense que ça fait vraiment partie des conversations dès le départ aussi. J'aimerais retourner sur le sujet de la lumière. Comme tu disais, c'est vraiment c'est une partie intégrale de ton pratique en tant qu'artiste. C'est quelque chose, je dirais, qui ancre ta pratique. Alors, et c'est quelque chose que tu as traité depuis longtemps, et je pense à d'autres œuvres, par exemple, je pense qu'on a d'autres images, par exemple la cathédrale qu'on pourrait montrer à l'écran qui date de 2013. Et je pensais à cette œuvre parce que c'est complètement différent de ce qu'on voit ici, mais il y a des fils conducteurs qui lient ton pratique, et je trouve que c'est un testament à la qualité de ton travail qu'on voit ta signature, mais tu traites des choses différemment à chaque fois. Donc, peut-être tu peux nous parler de cette œuvre un peu plus. Oui, c'est une œuvre déjà que j'aime beaucoup et qui, pour moi, a une importance toute particulière. Je vais le dire quand même, elle appartient à un autre musée. Aujourd'hui, elle appartient au MAC. On va pas parler de ça. Mais dans cette œuvre-là, il y a dans mon travail, une des premières manifestations. Déjà, c'est une des premières fois que je travaillais avec l'image trouvée. Ça, c'est assez important. Dans l'expo, ici, on retrouve ces traces-là, c'est-à-dire la suite un peu de cette réflexion-là que j'avais sur l'histoire de la photo, mais une histoire qui n'était pas du tout la mienne, là, une histoire de la photo imprimée. Mais cette matérialité-là de la lumière, cette cathédrale, c'est une des premières fois où plutôt que de photographier la lumière, je me suis intéressé à sa matérialité, à essayer de la montrer, de la partager, de la rendre visitable même. Je veux dire, dans cette installation-là, les gens se promènent, ils traversent les faisceaux. Reste que l'autre jour, quand on préparait cette soirée, je regardais les rayons dans l'espace, ces rayons solaires qui sont des dessins lumineux, puis je me disais, hey, c'est vraiment la suite. C'est vraiment la suite de Cathédrale dans le sens où cette matérialité-là est devenue même métallique, c'est-à-dire qu'il y avait cette volonté-là de faire apparaître la lumière, je pense, qui est venue avec ces premières installations-là. C'est aussi une de mes premières installations. Je pense qu'à partir de ça, de plus en plus, le côté multidisciplinaire s'est emparé de moi, c'est-à-dire que, comme tu le disais, Mary Daly, il y a quand même dans l'expo ici cette volonté-là de toucher à d'autres médiums, toujours dans une pensée photographique, mais il y a effectivement comme une matière qui revient puis qui ici a pris différentes formes. Heureusement, je suis content de savoir qu'il y a un fil conducteur. Ça fait plaisir de savoir ça, mais puis un peu comme disait Sylvie, je suis genre de boulimique. Si le travail évoluait pas ou si cette réflexion-là était toujours la même, je pense que rapidement, je m'en lasserais. Je suis quelqu'un qui a besoin de consommer ses propres idées aussi. Là, je les mets sur la table, je les travaille, j'essaie, je fais beaucoup d'essais-erreurs. Je pense que le contexte de l'expo ici, qui a pris si longtemps, était nouveau pour moi. Je travaille en rush d'habitude, puis là, j'ai eu un temps étiré, de continuer à s'étirer. Mais ça a donné aussi cette... on en parlait souvent avec Sylvie, cette extension de l'atelier. Il y a des moments dans l'expo, comme tu disais, qui sont aussi tous différents, mais qui matérialisent la lumière de différentes façons, qu'elle soit sur le support, qu'elle soit dans le processus de fabrication des œuvres ou d'altération des œuvres aussi. Puis ça, je pense que c'est assez intéressant. C'est peut-être nouveau, même dans mon travail, de voir que la lumière, ici, dans le contexte de cette expo, elle est aussi là pour transformer les œuvres au fur et à mesure. Mais je pense que c'est un peu comme ça qu'elle apparaît en 2021, cette lumière, pour moi. Et d'où vient cet intérêt
à la physicalité de la lumière, la présence physique, la présence, je dirais même, vivant de la lumière. Hey, j'adore cette question parce qu'en même temps, il faut comme artiste assumer des fois les moments, pas d'échec, mais pendant longtemps, j'ai travaillé sur la photographie de cette lumière puis de la rendre très matérielle en photographie. Comme des millions de photographes dans le monde, c'était une source intarissable d'excitation. La lumière, elle est sensible, elle est magique, elle a ce côté-là aussi, bon, créateur. Photographie, ouais. Je veux dire, elle fait apparaître les choses. Puis il est arrivé un moment où je me suis lassé de ça, de la regarder de l'extérieur, puis d'attendre qu'elle se présente à moi, puis de ne pas faire avec elle une vraie communion, puis de ramener aussi le travail aux mains. Je ne suis pas quelqu'un qui sait peindre, ou je ne suis pas un grand... Ben, je bricole, mais je ne suis pas un grand bricoleur, mais le retour de ce travail-là, de penser la lumière à travers d'autres types de formes que sa propre forme, de la réfléchir de façon plus contextuelle, conceptuelle, mais aussi plus philosophique. Ouais. Je veux dire, tant mieux, je gagne en âge. J'ai l'impression aussi que bon, les idées s'affinent, les désirs s'affinent aussi dans le temps. Mais cette lumière-là, j'avais besoin qu'elle soit matérielle. J'ai besoin de pouvoir la partager, puis j'ai besoin, je pense, pour mieux la détourner, de pouvoir jouer avec, là, littéralement. Là. Puis je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans les effets spéciaux. Je ne suis pas le pro non plus du numérique, des photomontages. Les moyens les plus près de moi, ben, c'était d'avoir hands-on sur la matérialité des choses. Là. Je veux retourner dans la spécificité de l'exposition ici dans un instant. Mais avant de le faire, je veux qu'on tourne vers l'œuvre, la lumière, le temps. Je pense qu'on a une image qu'on pourrait partager parce que ça montre justement une autre manière complètement de traiter la lumière et ça montre aussi l'aspect ou la dimension, je dirais, métaphorique, psychologique et même métaphysique de ton pratique. Donc, je te laisse l'expliquer. Oui, c'est drôle, puis c'est une pièce qui a beaucoup, beaucoup de résonance aujourd'hui, je trouve. C'est une installation qui avait été réalisée à la Galerie Lucam en 2016 dans le cadre de l'exposition Patrimoine qui faisait suite, entre autres, à un très, très long projet que je fais autour du Nouveau CHUM, mais dans le cas présent de la démolition de l'hôpital Saint-Luc. Puis j'avais collecté avec l'équipe de l'hôpital les ampoules dans les chambres des patients. Puis ces lumières-là, en fait, c'est un programme que m'avait fait un artiste qui s'appelle Samuel Saint-Aubin, avec qui j'avais travaillé. Et il y avait ces lumières qui avaient une certaine organicité. On n'était pas dans une respiration, mais elles avaient ces vies incalculables, c'est-à-dire elles avaient une intensité de 0 à 100% sur 10 secondes. Alors, on avait cette espèce d'amas d'ampoules, certaines brûlées, certaines vivantes, très, très affectées par le lieu d'où elles proviennent. Et bon, tout le filage, le système de programmation à l'arrière qui clignote, tout ça dans un contexte d'hôpital. Bon, c'est sûr que ces questions-là métaphysiques, qui rejoignent même l'expo ici sur la vie, la mort, les questions de fragilité, mais aussi juste l'ouverture que peut avoir un scintillement. Comment est-ce qu'on le lit? Moi, je ne suis pas quelqu'un d'autoritaire, je ne suis pas un artiste qui va imposer une lecture. Bon, évidemment, je fais un travail, je pense, attentif sur les titres, j'essaie d'en donner. Je veux dire, comme Sylvie pourrait en parler, je veux dire, je suis quelqu'un qui aime parler du travail. Après, j'aime bien que les gens puissent saisir ces œuvres-là comme on lit une question en philosophie, c'est-à-dire on leur répond avec nos expériences, dans le cas présent, bon, de l'hôpital, pourquoi pas, mais aussi de l'art, de la vie en général. Bref, cette œuvre-là, elle avait ce premier potentiel-là, plus terre à terre même. C'est des ampoules, des fils, de la programmation, mais je crois qu'elle arrivait quand même à annoncer beaucoup de poésie dans tout ça. C'est peut-être là où je trouve que j'avais réussi ce pari-là d'utiliser un élément hyper banal, mais qui gardait tout l'affect qui provenait de l'hôpital, je pense, puis qui, bon, devient assez universel. Là. C'est une magnifique œuvre et je dois te remercier parce que tu nous offres cette œuvre en dents et donc on est vraiment ravis de la voir. Donc, je vois l'applaudissement de Stéphane aux côtés, donc un grand merci à toi. Tu as noté quelque chose que je trouve vraiment très intéressant par rapport à non seulement l'œuvre qu'on vient de voir, mais aussi l'exposition, c'est-à-dire comment
les œuvres, même si ils ont été faites ou elles ont été faites hors du contexte pandémie, elles pourraient être enrichies par une autre lecture après tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc peut-être vous pouvez nous parler de... Parce que cette exposition a été développée pendant l'année dernière et même avant, mais tout ce qu'on a vécu ensemble, ça apporte une autre dimension à l'exposition. Pourriez-vous nous en parler? Ben moi, je pourrais parler de l'œuvre qui est derrière Yann, les Lumen Prints, ou les impressions lumens. Ce sont des impressions qui sont faites avec la lumière du jour ou de la Lune sur un papier photosensible. Et certaines de ces pièces-là sont fixées, mais d'autres ne le sont pas, donc elles vont disparaître au fil de l'exposition. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup pendant la pandémie. Et puis, il est arrivé des événements aussi dans la vie personnelle de Yann qui ont fait que cette œuvre-là a pris plus d'ampleur que prévu. Et pour moi, c'est une œuvre vraiment très, très émouvante. Et puis, je me sens très proche de cette pièce-là. Et puis, quand on était en montage, Yann, excuse-moi, je te regarde pas. Yann la montait, parce que je regarde là, la montait et il changeait les panneaux de place jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'il soit vraiment satisfait de l'ordonnancement. Et c'est la dernière œuvre, c'est la toute dernière œuvre. Et donc, ça veut dire que ça a été fait très récemment. Alors, le processus de création s'est poursuivi jusque pendant le montage. Et donc, c'est pour ça que je disais que l'espace ici est un petit peu comme la prolongation de son atelier. Et surtout que l'éclairage est assez tamisé, on se sent vraiment enveloppé et ça crée une atmosphère très, très particulière, très agréable, très touchante, intime. C'est ça. Tu sais, si je trappe la balle au bon par rapport à la série qui est derrière moi, dont Sylvie parlait, bon, c'est sûr que j'avais ces idées-là, tu sais, qui précédaient la pandémie, puis tout d'un coup, travailler sur une exposition qui s'appelle Les Impermanents, aborder des questions comme la vie, la mort, la disparition, la fragilité, le temps arrêté. C'est sûr qu'avec la pandémie, tout d'un coup, ça a teinté certaines œuvres, mais tout de suite, je disais, Sylvie, c'est fou comment la réception ne sera pas la même, comment la lecture du travail, l'expérience qu'on va en faire, être dans la salle à peu près tout seul, masqué. Tu sais, comme tu le dis, derrière, bon, il y a quelque chose d'à la fois très personnel puis très universel. Dans le contexte, j'ai perdu ma mère. Fait que c'est sûr qu'il y avait ce titre-là qui avait déjà été donné, qui s'appelait « Ces choses qui me manqueront ». Et tout d'un coup, d'avoir une main, un toucher, la présence du bouquet funéraire de ma mère, certains élans de lumière, ma fenêtre d'atelier, puis tout d'un coup, tout change, c'est sûr que ça aura teinté quand même le travail. Reste que je l'ai souvent vu, cette expo-là, à l'atelier, dans ma tête, comme un moment de souffle aussi. Je veux dire, pour les gens qui vont venir la voir, c'est pas une expo sur la pandémie, thank God. Tu sais, je veux dire, c'est tout autre chose. Je pense qu'il y avait cet espace-là de respiration, puis dans cette lumière-là, j'ai trouvé beaucoup d'optimisme aussi, puis il y a comme un élan de liberté, je trouve, dans l'expo que je me suis octroyé, puis que je pense bien partagé. Je pense qu'on a fait ce travail-là aussi avec Sylvie de bien l'offrir, cette expo, pour le public, mais elle a pas de légèreté, mais je pense que les questions qu'elle soulève ne sont pas tristes. Elles sont plutôt, tu sais, je parlais de la vie, de la mort, mais je pense que c'est plutôt sur ces questions-là, de la beauté, de la fragilité, puis de ce que ça implique. Tu sais, on parlait tout à l'heure, Stéphane, dans son allocution, on parlait du cosmos, mais il y a ça pour moi aussi, c'est-à-dire comme, essayer de lire notre temps sur Terre, tu sais, c'est assez abstrait, c'est assez beau en même temps, qu'il soit très court ou très long, qu'il nous donne des vertiges ou pas. Je pense qu'il y a un peu de ça dans l'expo aussi. Tout à fait raison. Il y a cette beauté de passage de la vie à la mort. Et je veux juste préciser ce que vous avez tous les deux dit, que ces œuvres, certaines de ces œuvres, de ces épreuves humaines, vont disparaître physiquement. C'est-à-dire, ils ne vont plus être là. Donc, vous êtes, quand vous allez venir voir l'exposition, vous êtes en train de témoigner d'une certaine passage, qui est ponctué, je dirais, par des sculptures que tu appelles des rayons de soleil, n'est-ce pas? Solaires. Pardon, excuse-moi. Rayons solaires.
Et donc, j'aime beaucoup cet équilibre que vous avez trouvé ensemble d'une sorte de méditation poétique, mais avec des éclats de lumière qui brillent comme le soleil. Peux-tu nous parler, tu nous as parlé un peu dans le film de cet effet de sarcophage duquel sortaient ces sculptures, mais peut-être tu peux nous expliquer un peu plus. Oui, bien, c'est pas une pratique qu'on connaît de moi, mais je veux dire, je dessine beaucoup à l'atelier. Je suis pas très bon en dessin, mais c'est quelque chose qui faisait partie de ma façon de penser les choses. J'en ai mis dans mon index, d'ailleurs, des dessins. Puis, avec Sylvie, quand on réfléchissait à l'installation, à un certain moment, je me suis dit, j'ai envie de travailler l'espace, de lier l'espace. Je suis quelqu'un aussi qui fait un peu d'art public. Fait que les questions d'intégration, bon, m'habitent, les questions d'échelle aussi. Puis, tout d'un coup, cette idée-là de dessiner l'espace avec des simples traits lumineux, qui sont aussi en correspondance avec les œuvres. Hein. Pour ceux qui vont venir visiter l'expo, je veux dire, toute l'expo fonctionne en contrepoint, en zoom-in, zoom-out. Comme je dis, on se plonge dans une œuvre, on réalise qu'on est dans le détail de la seconde. Et on retrouve donc ces filets d'or-là dans d'autres œuvres, en tout cas sous les formes qu'elles ont. Mais j'avais envie, puis c'est pour ça que je t'ai repris sur le titre, je les appelais rayons solaires parce que c'est aussi l'unité de mesure du diamètre des étoiles. Mm-hmm. Et j'avais envie qu'on soit justement devant cette question-là de l'échelle. En anglais, le titre est plus simple, c'est-à-dire c'est Solar Radius, puis on comprend tout de suite que j'avais envie qu'on explose le musée, c'est-à-dire que les tiges, elles transpercent le sol, elles rentrent dans les murs. J'avais envie qu'on soit vraiment dans cette lumière-là, un peu comme dans la cathédrale de tout à l'heure, dans cette lumière-là transperçante, mais très, très, très liée à l'architecture. Puis j'avais envie, bon, que ça existe, j'avais envie aussi d'avoir cette... Il n'y a pas plus matériel que, tu sais, une tige de laiton qui pèse je ne sais pas combien puis qui arrive dans une caisse pourrie. Autre histoire. Mais j'avais envie que ça existe dans l'espace. Puis tu vois, on l'a, je pense, avec Sylvie aussi. Au début, j'en avais 2 en tête, puis on en a ajouté un 3e, justement pour créer cette espèce de rapport-là aussi très géométrique. C'est quelque chose qui fait partie de mon travail. J'ai beau avoir une approche très poétique, j'ai une approche très formaliste aussi dans le travail. Puis je pense que dessiner dans l'espace donnait quand même son sens à certaines autres œuvres, mais permettait de... Tu sais, en plus, dans le cabinet des arts graphiques, le plafond est bas. Tout ça. Fait que j'avais comme le goût qu'on montre que, hey, tu sais, on peut faire exploser ce plafond-là ou, tu sais, il se passe quelque chose au sous-sol, derrière le plancher, puis la lumière arrive de partout, en fait. Et Sylvie, Yann nous a montré un peu sa maquette en atelier. Je te pose la question, quand tu as vu des petits, je ne sais pas si c'était des toothpicks ou des petits... C'était des tiges des petites tiges en laiton. OK, des tiges en laiton. Est-ce que tu as tout de suite compris? Qu'est-ce que tu as pensé en voyant cette idée avant de voir la matière physique de ces objets? Bien, moi, ce que j'ai aimé quand j'ai vu ça, c'est que ça faisait que l'espace était plus occupé lui-même, à part les œuvres qui sont sur les murs. Et ça créait aussi une cohérence, une cohésion dans toute cette salle-ci. Parce que si vous remarquez, il y a beaucoup de lignes obliques aussi partout dans les œuvres qui sont sur les murs. Et il y a un lien, là. C'était comme du dessin dans l'espace. Et j'ai un passé de scénographe dans une ancienne vie. Alors, quand j'ai vu la maquette, ayant travaillé avec des maquettes, j'étais vraiment excitée parce que on ne voit pas ça si souvent. Et puis, donc, ça nous permettait aussi de déplacer des choses et puis de voir vraiment comment ça fonctionnerait dans l'espace. Donc, ça occupe l'espace vraiment d'une façon formidable et ça rassemble le tout. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est une belle dynamique entre les œuvres 2D et 3D dans l'espace. En parlant des œuvres 2D, on n'a pas touché au sujet de cyanotypes qui figurent dans l'exposition. Et je ne suis pas certaine que c'est une technique que tout le monde connaît. Donc, peut-être vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça implique de créer une cyanotype. Bien, c'est drôle, hein, parce que c'est vraiment une des premières manifestations photographiques dans l'histoire de la photo. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez découvrir le travail de Hannah Atkins, une photographe fantastique, certainement même la première femme photographe qui en avait fait un album de botanique autour des plantes marines. Mais
On peut faire un cyanotype très précis, c'est-à-dire qu'on a vraiment une émulsion photosensible qui réagit à la lumière normalement du soleil, la lumière UV. C'est donc une technique, même ce qu'on appelait les blueprints en architecture. On est vraiment pas loin de ça. Ici, je suis allé un petit peu plus roots, comme on dit en bon français. J'ai voulu vraiment que ce travail-là, que je voulais si matériel, soit confronté aux éléments de façon un peu plus marquée. J'ai donc fait ça à Orford, dans un champ de nuit et de jour. J'avais envie de combiner un cyanotype qui allait être réalisé à la lumière lunaire et solaire. Mais c'est sûr qu'à ce format-là, on voit, bon, il y a des traces de doigts, mais j'avais envie de parler de ce processus-là. Puis de voir, bon, moi, j'ai cru longtemps à cette magie-là dans la photographie analogue, la prise de relais par la photographie elle-même. Puis il y avait dans ces cyanotypes-là aussi, pour moi-même, cet émerveillement-là. Je vais la remercier tout à l'heure, mais j'étais avec Sarah Tremblay, qui est une artiste que j'adore, puis qui m'aidait avec ça, puis qui, justement, est à Hartford. Puis on regardait toute la nuit avec des tests en criant ça, le lendemain, dans des grandes piscines d'eau, tout ça dans un contexte où il pleut, il y a des nuages devant la Lune. Mais reste qu'il y avait dans ces cyanotypes-là, avec leurs imperfections, tout un processus. J'ai même insisté pour mettre sur les cartels la durée, l'exposition lunaire, solaire, pour aussi laisser cet hommage-là du temps sur le papier, là, cyanotype. Mais c'est vraiment une technique simple où on doit, bon, dans le noir, enduire un papier ou une surface d'une émulsion photosensible qui, en s'oxydant, devient bleu. C'est rincé à l'eau. C'est assez simple à réaliser. Bon, après ça, il faut être hyper précis dans le travail, mais ils ont donc leur place dans l'expo. Je suis bien content. Oui, super. Alors, je vois que le temps file, mais j'aimerais qu'on tourne un peu vers les étoiles parce qu'on n'a pas encore parlé de tous ces cartes de cabinet, ce qu'on appelle des cabinet cards en anglais. Ce sont des objets trouvés que tu as trouvés dans les marchés à puces, etc., et que tu as ensuite percés avec en forme de constellation des étoiles qu'on voit dans le ciel. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce processus et de qu'est-ce que ces œuvres veulent dire pour toi? Oui, bien, c'est certainement pas un hasard aussi que le titre de l'expo est le même titre que cette installation-là. Pour moi, elle est très importante dans l'expo, mais aussi dans ma façon d'envisager le monde, je dirais. Rien de moins, Yann Pocro. J'ai commencé ce projet-là en résidence un été, en 2017, mais simplement de façon... j'avais pas de matériel avec moi, puis je m'intéresse beaucoup à ce type d'objet-là. Je veux dire, à la maison, on dirait une brocanterie. Là, je veux dire, j'ai tellement de stock. Et cette question-là, tout d'un coup, m'a intéressé, c'est-à-dire le portrait en photographie, le portrait en Amérique du Nord. Pourquoi, dans l'histoire de la photo, ces moments-là de la carte de visite puis du cabinet card, de la photo carte cabinet, a été si important. Puis tout d'un coup, on réalise en lisant qu'en Europe, à la même période, on génère des recensements d'églises, de monuments, de territoires, on parle des colonies. Puis ici, en Amérique du Nord, on importe des photographes parce qu'on ne génère pas assez de portraits. On continue, on en génère des millions. Il y a comme une drôle de manifestation de l'individualisme très propre à l'Amérique du Nord qui prend place dans ces images-là. Puis je réalise qu'en les achetant, comme tu dis, dans des brocantes, marchés aux puces, bien, tous ces gens-là, en fait, sont anonymes. Ils ont tous et toutes perdu leur nom, leur contexte, leur famille. Tout ce qui reste, c'est le nom des studios photographiques. Je trouve ça fascinant. Et il y avait je me disais, c'est fou, hein? On a inventé la photo, entre autres, pour essayer de capturer le temps, d'encapsuler les choses, de s'inscrire pour l'éternité, alors que tout ça est très altérable. Puis dans toute l'expo, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Je parle beaucoup de l'altérabilité. Avec Sylvie, on en a beaucoup parlé. C'est-à-dire de voir que malgré l'envie de s'enregistrer dans le temps comme dans l'univers, puis c'est aussi pour ça les étoiles, pourtant, les choses s'effacent, les choses disparaissent. On redevient, sans mauvais jeu de mots, poussière d'étoiles aussi. C'est-à-dire que quand je parlais du temps universel tout à l'heure, c'est très abstrait. J'ai donc ensuite eu la chance, puis ça, vraiment, ça a changé ma vie, pas juste d'artiste, mes amis pourront en témoigner, mais d'aller faire cette résidence à l'Observatoire du Mont-Mégantic, puis d'avoir envie de science. Là, je serais vraiment culotté de dire que j'ai comme des cordes à mon arc côté sciences.
ça m'intéresse, mais je maîtrise zéro puis une barre. Reste que d'être à l'observatoire pendant tous ces mois avec l'équipe de l'IREX, le département de physique astrophysique à l'UDM, de discuter de ça, des enjeux relatifs à l'univers, de me faire dire que notre Soleil est une étoile tellement quelconque que la seule source d'information qu'on ait de l'univers provient des étoiles, puis effectivement, puis qu'on provient nous-mêmes de déjections d'étoiles, pas juste de poussière. C'est toujours plus beau de dire poussière, mais on est vraiment comme les déchets qui n'ont pas réussi à se coller une planète, puis ça a créé la vie. C'est quand même fou. J'ai eu envie de rapprocher ces gens-là, puis tu sais, d'altérer une image. Mary Daly, tu le disais, c'est des images de brocante, tout ça, mais elles ont quand même une centaine d'années. Au début, tu sais, moi, il faut pas, Sylvie me le dit souvent, il ne faut pas être fétichiste des images, il faut faire attention. Effectivement, mais je trouvais qu'il y avait comme une certaine forme de respect dans cette trouée-là que j'ai faite de façon très méticuleuse. Comme tu le dis, il y a des constellations, mais elles ont été faites avec différents types d'aiguilles pour permettre aux étoiles d'être plus brillantes pour certaines. Les fans d'astronomie vont être capables de repérer toutes les constellations. Elles sont toutes là, les 88 qui sont répertoriées. Mais il y avait cette seconde vie ou seconde mort, en tout cas. Il y avait ce passage-là que je trouvais assez juste. Puis elle est toute en douceur, hein, cette installation dans la petite salle. On l'a vu dans le film. Ça se passe avec le son d'un projecteur diapo, avec un lever de lune. Et j'avais envie de la partager de cette façon-là, de façon très... tu as parlé de métaphysique tout à l'heure. Sylvie parlait aussi de dialectique, c'est-à-dire comme les écarts entre cette salle lumineuse de l'autre côté, comment elles se complètent, comment elles se font d'eau. Je pense que c'est un peu le... Je suis content qu'on la visite à la fin, cette installation. Elle a, je pense, ce potentiel-là de rassembler tout ce qui se passe dans l'expo puis de nous faire rêver, penser, philosopher, réfléchir. Ouais. Vous allez voir quand vous venez que c'est une salle qui, justement, j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé, Sylvie, intime. Ça permet une réflexion profonde sur notre relation avec les étoiles, avec les cosmos, etc. Sylvie, Yann nous a dit tout à l'heure que vous ne connaissez pas avant de commencer ce projet. Je suis certaine que tu connaissais quand même le travail de Yann. Et donc, en approchant ce projet, je me demande quels étaient les thèmes que tu voulais, avec Yann, vraiment faire sortir de sa pratique. Ben, en fait, sachant qu'il travaillait avec la lumière, sur la lumière et avec la lumière depuis longtemps, moi, j'étais pratiquement certaine que c'était ça qui se passerait. Et c'était ça que je voulais, comment dire, découvrir un peu plus avec lui. Et puis, avec les impermanents, c'est vraiment ça qui se passe, même si on est dans une salle qui est dans la pénombre. La lumière arrive à nous et on observe de très près toutes ces constellations qui sont dessinées sur des visages anonymes. Et je trouve ça vraiment très, très, très émouvant. C'est très, très touchant de voir tout ça. Donc, puis il y a cette œuvre qui est derrière toi dont Yann n'était pas sûr d'intégrer à l'exposition et j'ai dit oui, je pense qu'il faut la mettre dans l'expo, cette œuvre-là, parce que même si c'est une œuvre qui est moins récente, je ne dirais pas plus ancienne, là, quand même, moins récente, c'est comme une synthèse de tout ce qui se passe ici, dans toute l'exposition, parce qu'on a une carte, une cabinet card qui commence à être usée, qui va se détruire. Il y a la géométrie aussi qui intéresse Yann. On peut le voir évidemment avec les rayons solaires et tout ça. Et donc, je pense que, écoute, j'ai été très bien servie et très heureuse. Et puis, j'ai appris à le connaître. Et puis, on a vraiment bien évolué ensemble. Donc, c'est super. Alors, on sait que vous ne pouvez pas voir l'œuvre en arrière de moi, mais vous allez tous le voir quand vous venez visiter l'exposition. Mais je veux retourner juste pour terminer sur cette
relation, sur cette question de la relation entre la noirceur, noir sûr, et la lumière, parce que justement, comme vous avez tous les deux dit, il y a le soleil brille plus fort quand on est dans le noir. Les étoiles ont besoin d'une certaine noirceur, un environnement sombre de bien briller. Et quand je pense à toute la pandémie et tout, vraiment, je sens en étant dans cette exposition qu'il y a quelque chose qui peut toucher les visiteurs très, très profondément. En tout cas, c'est l'effet que l'exposition a sur moi. Et je ne sais pas si pour terminer, Yann, tu veux peut-être parler de justement cette métaphysique, l'aspect métaphysique de cette exposition en particulier. C'est une grande question parce que oui. je ne veux pas non plus donner trop de ma vision des choses non plus aux gens qui vont venir voir l'expo, mais c'est ça que dans la noirceur, j'ai même déjà fait une pièce à l'époque qui s'appelait « Ce que le noir contient », c'est-à-dire que je trouve dans la noirceur quand même, on oublie, parce que des fois on se dit, on ne voit pas, je ne vois plus rien, il fait noir, alors que c'est une source d'information aussi. En photographie, entre autres, comme quand une image est toute noire, en photographie argentique, c'est qu'elle a consommé trop d'informations. Et comme tu dis, Mary Daly, pour que le vertige cosmique s'opère, pour qu'on soit complètement émerveillé devant les étoiles, ça prend cette obscurité-là. Une obscurité qui, je pense, n'a pas à faire peur, mais qui fait apparaître la lumière. C'est là où, si la lumière elle apparaît en plein jour, moi, c'est pas ça qui me branche, mais de permettre cet espace-là aussi magique, parce que dans l'obscurité, quand la lumière apparaît, c'est ce qui fait que ça devient magique aussi. La métaphysique, elle se passe là. Bon, évidemment, il y a comme tout l'aspect philosophique, mais je pense qu'il y a cet espace, cet entre-deux, ce que veut dire la lumière. Puis même, dans certaines images, on retrouve le spectre, tout ça. Il y a des questions physiques qui apparaissent dans l'expo. Mais je pense qu'il y a cette... rentrer dans le spectre, aimer la couleur, puis voir sur les projections, par exemple, qu'il y a dans certaines des images, d'entrer dans cette lumière-là, puis d'un coup, comme tu dis, de traverser dans la petite salle, d'être dans l'obscurité, de voir apparaître des choses. Il y a comme un spectacle magique aussi avec la projection diapo. Je pense que c'est là où ça se joue le plus, en tout cas. C'est ce que je dirais. Absolument. Donc, merci beaucoup à vous deux pour ce partage. On va tourner vers les questions parce je vois qu'on en a pas mal ici. Je ne sais pas si, est-ce qu'on fait les vidéos en premier ou on fait non, on fait le iPad en premier. Donc, je commence avec les questions. J'aime ce truc parce que nos collègues m'envoient des messages en caps, là, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est bien. OK, alors, première question. Yann, est-ce que la lecture de tes œuvres évolue avec le temps? Ont-elles la même signification pour toi qu'il y a 4 ans? J'adore cette question-là. Je pense que c'est la chose la plus difficile, surtout avec le temps qui s'étire, mais pas juste en ce moment, mais pour n'importe quel artiste, on commence un projet, des fois, ça prend des années. Notre regard sur notre propre travail, le nombre de fois où on a envie de ranger le travail, de plus y penser, de se dire que c'est terminé, d'aimer, de plus aimer, de réaimer, de chercher, d'ouvrir une boîte, retrouver un projet, trouver qu'avec ce qu'on a eu comme expérience, les choses ont changé. Oui, effectivement, ça change beaucoup. Pas toujours en bien non plus. Il y a des fois où on prend un certain recul puis on se dit « mince, je serais allé ailleurs » ou hey, « aujourd'hui, qui l'eût cru, je l'aurais pensé autrement ». En revanche, des fois, je relis des textes puis je me dis hey, « c'est fou, c'est moi qui ai écrit ça, je n'arrive même pas à me relire ». Puis il y a des œuvres comme ça qui, je trouve, elles aussi, toutes seules dans leur univers, parce que nous, on disparaît les artistes, on les laisse aller, les œuvres, mais des fois, elles gagnent en maturité elles-mêmes. Je veux dire, puis mon regard change, puis tout d'un coup, je les aime autrement. Puis, mais oui, la question, je l'adore. Je ne sais pas qui l'a posée, mais elle est très bonne, cette question. Puis ça nous fait peur, ça, parce que nous, comme, là, un peu moins jeunes maintenant, mais comme jeunes artistes en particulier, il y a quelques années, ça fait peur le temps qui passe, parce que tout d'un coup, on a peur que les idées s'effritent, qu'elles sont plus bonnes, qu'il faut remiser les projets, puis qu'il faut à chaque fois en générer d'autres. Alors que les œuvres ne sont pas mortes parce qu'elles sont montrées, mais on a cette peur-là beaucoup, surtout, puis là, je le dis pour la relève qui nous écoute, si elle nous écoute,
ne pas avoir peur de ça. Je veux dire, les œuvres ne meurent pas. Là. Au contraire. Combien j'en ai vu, moi, d'amis dans ma vingtaine, là, jeter des œuvres, dire qu'elles ont été exposées, que c'est fini, qu'ils ne savent plus quoi faire avec leur disque dur, mais il ne faut pas. Là. Tu as raison, c'est sûr. Alors, une question. Maintenant, on a une question sous forme de vidéo qui nous a été envoyée sur nos réseaux sociaux avant la discussion ce soir. Allô, je voulais savoir s'il y avait des thématiques auxquelles tu t'es intéressé grâce à ta pratique artistique. Merci. Donc, je répète la question, est-ce qu'il y a des thématiques auxquelles tu t'es intéressé à travers ta pratique artistique? Parce que déjà, on parle beaucoup de la lumière, mais je pense qu'il veut dire, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu t'es intéressé grâce à ta pratique artistique? C'est sûr que ça aussi, c'est une bonne question parce qu'on est là puis on travaille tout seul à l'atelier, mais après ça, on s'inspire de plein de choses. On se met à lire, on se met à générer des projets, mais on s'intéresse à des films, à des images. Puis tout d'un coup, effectivement, comme ici, l'astronomie, j'avais comme un certain plaisir à penser l'astronomie, mais le travail m'a amené là. Là, en ce moment, je travaille sur une autre expo qui aborde des questions de la minéralogie. Bien, tout d'un coup, là, je me mets à triper ces roches. Je veux dire, je me mets à lire, consommer, écouter des documentaires à l'atelier, écouter des podcasts ou des trucs comme ça. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, je pense, la chose la plus riche, c'est de ne pas s'encarcaner dans de la lumière, Yann. Mais la lumière, justement, elle a pris d'autres formes parce que je me suis intéressé à l'astronomie, parce que je me suis intéressé à ce qui se passe en ce moment, là, je m'intéresse à ça, à ce qui se passe dans la pierre, par exemple, comment on fabrique des cristaux. Fait que c'est sûr que oui, ça m'a amené ailleurs, puis heureusement, ça fait du bien à l'esprit aussi. Ça diversifie les points de vue, bien important. Alors, une autre question, on voit dans l'exposition et à travers ta carrière entière que tu travailles dans plein de formats, dans plein de médiums différents. Est-ce qu'il y en a un que tu n'as pas encore tenté, que tu penses à essayer prochainement? Essayer, je ne sais pas, mais c'est sûr que, puis il y a des amis qui vont rire en entendant ça, je suis vraiment un peintre frustré. Je ne sais pas peindre. Puis il y a tout plein de mes projets qui s'appellent Réponse à la peinture, où tout d'un coup, quand j'en parle, c'est oui, ça fait office de, c'est près de la touche. Puis tout d'un coup, je parle beaucoup de peinture en parlant de mon travail photo. J'aimerais savoir peindre. Est-ce qu'un jour je l'essaierai? Peut-être. Mais ça, c'est un médium qui me fait très peur parce que j'admire beaucoup la peinture. Je pense qu'il y a là une... J'aurais vraiment un syndrome de l'imposteur là, dans cette zone-là. Mais j'aimerais l'essayer. Être capable de peindre, je veux dire, je regarde quelque chose comme le travail de Pierre Dorion, puis je me dis, hey, la lumière, je veux dire, il se passe tout ce que j'aime de l'art dans ce travail-là. Ça se passe en peinture. Mais moi, le faire tout de suite, non, pas tout de suite. On verra. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette fameuse syndrome imposter syndrome. J'imagine, toi, Sylvie, aussi, en travaillant avec beaucoup d'artistes, que c'est souvent des génies qui se voient comme des imposters dans leur domaine. C'est assez incroyable. Mais alors, deuxième question vidéo de nos réseaux sociaux. Bonjour Yann. Je voulais te demander comment appréhendes-tu le même sujet que la lumière, mais avec différents médiums? Merci. C'est chouette cette question-là, puis j'ai hâte que cette personne que je ne connais pas vienne voir l'expo. Longtemps, je me suis intéressé à la lumière, comme on la comprenait, je le disais tout à l'heure, la prendre en photo. Mais tout d'un coup, m'intéresser à la lumière pour ce qu'elle représente, mais sur comment elle agit dans le processus. Je me suis intéressé dans les dernières années, à des projections lumineuses, décortiquer l'appareil photo puis de comprendre comment fonctionne la lumière. Là, récemment, dans les dernières années, sur le spectre, aller la chercher, faire des projections avec des filtres qui me permettaient de faire apparaître, même à mes gantiers qui m'ont prêté une pièce d'appareil à un certain moment qui fait apparaître le spectre. Là, il n'y a rien de plus excitant, mais de la travailler avec la feuille d'or, ici avec le laiton, mais de voir comment la lumière peut faire partie. Le papier photosensible, entre autres,
Tu sais, je veux dire, j'ai une amie qui m'a déjà dit ça aussi. Elle me dit, mais tu sais, de quel temps en photographie on parle ici? C'est-à-dire que de voir comment le temps et la lumière travaillent sur un papier photosensible ailleurs que dans l'image. Qu'est-ce qui fait image ici? Tu sais, comme c'est hallucinant. Ces papiers-là, derrière moi, ils s'imprègnent de lumière puis ça fait effacer les images. Mais ça, c'est une autre façon pour moi de travailler la lumière. Puis c'est pour ça que ce type de questions-là, c'est les questions que je me pose moi-même à l'atelier. Elle est super bonne, cette question-là, parce que c'est ce qui me fait travailler depuis des années, là. Et c'est intéressant parce que même si tu travailles comme cette personne a mentionné, avec la lumière, c'est le fil conducteur de ta pratique, mais on ne voit jamais comme répétitif. Il y a des nouvelles aventures tout le temps dans ton travail. C'est intéressant. Alors, dernière question. D'où vient ton intérêt pour le cosmos, les étoiles et les constellations? Ça a commencé quand j'étais petit. Je sais que mon papa nous écoute, puis on avait un télescope. Fait que j'ai beaucoup regardé la Lune, les étoiles avec mon père. Puis ensuite, ben, la ville fait qu'on oublie. La ville fait qu'on oublie les étoiles, qu'on les voit moins, qu'elles deviennent un peu, je pense, symptomatique des beaux étés, des journées spéciales, des grands moments de camping. Oh, on a regardé le ciel. Il y a ce moment-là d'évasion qui est universel, je pense, quand on arrive enfin à être devant le ciel. Il y a une histoire cocasse, je ne me souviens plus des dates, mais il y a une panne d'électricité monumentale dans l'histoire de Los Angeles où finalement les gens appellent la police, et la police est débordée parce que les gens ne savent pas ce qui se passe parce qu'ils voient les étoiles pour la première fois. Puis il y a, mais c'est fou cette histoire-là, il me racontait ça à Mégantic à 4 heures du matin. Là. Tu sais, elle est là. Mais il y a de ça dans cet intérêt-là. Bon, il a été, je pense, très, très marqué par Mégantic. Là, ça, c'est sûr que maintenant, ça va faire partie de ma vie. Je veux dire, mes amis peuvent plus m'entendre dire j'appelle plus la Lune, je l'appelle notre satellite naturel. Tu sais, je veux dire, les gens, ils en ont ras-le-bol. Est-ce que je suis devenu vraiment féru et tout ça? Je ne sais pas, mais c'est une zone d'intérêt, je pense, qui ne me quittera pas. Elle a toujours fait partie de ma vie, c'est-à-dire un intérêt, une grande curiosité pour les étoiles. Puis, ben, un jour, il y a eu ce merveilleux projet de l'UDM avec l'Observatoire, puis j'ai soumis le projet des photocartes de visite. Et c'est ça qui m'a amené à Mégantic. Et voilà, nous voici au musée. Super, des belles aventures. Alors, malheureusement, notre temps c'est fini, mais je tourne, c'est le moment des remerciements. Alors, Yann, je te passe la parole. J'en ai plein, j'espère que vous avez une autre heure. Non, mais je voudrais vous remercier d'être derrière vos écrans. Moi, j'ai des amis qui sont là, la famille, des gens que je ne connais pas encore, mais j'en ai de Rivière-du-Loup à Paris, j'en ai à Berlin, au Liban, à Montréal ce soir. Merci tout le monde, puis cheers. Merci à l'équipe du musée. Tu sais, je l'ai dit dans le film, mais c'était super. Merci Mary Daly, merci Stéphane pour l'invitation. Sylvie, je te garde un petit mot pour après. Natalia Bozovic, son équipe à la production des expos. Marie Fognon, elle sait que je lui en dois toute une. Jean-Benoît Pouliot, Frank, merci. Toute l'équipe de Richard Gagné à la restauration. Sacha, Joanne, Isabelle, qui ont travaillé avec moi sur les impermanents et ont fait un job extraordinaire. Je suis tellement content. Merci à Geneviève Goyer-Ouimet aussi, avec qui j'avais entamé la conversation puis qui était au tout début dans ce projet avec moi. Je donne un gros bec. Merci, Geneviève. Sylvie, écoute, je veux dire, vous l'avez bien vu, là, on est devenus proches des amis. On s'envoie des petits becs par texto. Je veux dire, ça a été vraiment une rencontre très, très spéciale, très riche. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, je pense que d'apprendre à te découvrir, ma chère, c'est vraiment un bonheur. Puis, je suis contente de t'avoir maintenant dans ma vie. On est bien content de ça. Je voulais remercier aussi Sarah Tremblay, Thomas Millot, Paul Bourgault, Martin Schopp, Colleen Leonard, Rachel Bussière, l'Atelier du Bronze d'Inverness, Borealis, Sagami, l'Imprimerie, Caroline Savaria, le Calque. Mon Dieu, il y a du monde derrière moi. Vous n'avez même pas idée le nombre de fois où mon téléphone sonne. Je veux remercier aussi tout particulièrement mes amies précieuses qui me donnent tant. Je pense qu'elles se reconnaissent derrière leurs écrans. J'ai 2 petits fantômes aussi que je remercie avec un petit mot spécial. Puis mes acolytes de tous les jours, là, Julien et Manu, qui sont là. Merci tout le monde. Super. Alors, Sylvie? Je remercie aussi évidemment l'équipe de Richard Gagné. Je ne les nommerai pas parce que
Yann l'a fait, Natalia, Marie, Michel, Olivier et Sylvain Lacroix, éclairagiste extraordinaire. Merci à Pascal Chassé, Marie-Claude Lisée, Patricia Lachance, Aurélie Brulet, Myriam Godard, toute l'équipe de l'audiovisuel qui est ici maintenant, qui nous permet de vous parler. Les gens, Emmanuel Christen aussi à la revue M, qui nous a beaucoup aidé pour l'entretien qu'on a eu, aux éditions Sébastien Hart, Juliette Erivo, Clara Gabriel, Daniel Champagne et toute l'équipe de la Fondation. Et je suis sûre que j'en oublie. Et merci à Stéphane, merci à Mary et Yann, qui joue au père avec moi. C'est pas compliqué. Alors, merci. C'était vraiment une épopée extraordinaire. Alors, merci. C'est très touchant. Alors, un énorme merci à vous tous d'être avec nous ce soir. On est vraiment ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous invite tous à venir voir l'exposition dès samedi. Bien sûr, j'ajoute mes remerciements à celles de Yann et Sylvie, aux formidables équipes du musée. On apprécie tous le travail d'amour que vous avez apporté à cette exposition. Grand merci Sylvie pour tout ton travail en tant que commissaire invité, c'est vraiment super. Et Yann, je trouve pas les mots pour vous remercier. C'est une exposition très émouvant et très touchant. Bravo Yann, je vous félicite tous les deux pour cette exposition bien réussie. And come see it. Et voilà, donc merci. Merci.